général Fabien Mierzalowski pour animer cette séquence de l'après-midi jusqu'à 15h30 autour de la mutualisation des services informatiques pour les collectivités. Fabien, c'est à toi. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est la difficulté de cette première table ronde de l'après-midi du deuxième jour, c'est qu'on est en concurrence avec le buffet et avec le dessert. Donc pour l'instant, il y a plus de monde dehors que dedans, mais on ne va pas attendre indéfiniment. On demande par contre à ceux qui sont présents de rester mobilisés et d'être à l'écoute. C'est une plaisanterie, bien sûr. Donc, depuis 17 ans, ces universités d'été avaient été créées dans le but de sensibiliser les élus ruraux, bien évidemment, à l'opportunité que représentait le numérique pour les territoires, en termes d'accès aux services, de désenclavement et d'attractivité. Aujourd'hui, tous les élus ont pleinement conscience de l'intérêt, ils ont la volonté d'agir, mais la question d'aujourd'hui, c'est comment. Alors certes, les collectivités de taille conséquente se sont structurées avec des DSI, des chefs de projet informatiques, des chefs de projet numériques, mais quid des petites collectivités. C'est tout l'objet de cette table ronde, où nous allons traiter de mutualisation, comment se regrouper, comment constituer ensemble des structures publiques dédiées et efficientes. Pour la deuxième année donc, en relation avec Déclic, qui est l'association des opérateurs de services numériques aux collectivités, et l'AND-ATD, l'Association nationale des directeurs d'agences techniques départementales, Ruralitique a donc décidé de dédier une séquence sur la question de la mutualisation des services numériques. Pour traiter de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table donc Emmanuel Vivet, qui est le président de Déclic, qui nous présentera la cartographie des opérateurs dédiés aux services numériques mutualisés en France. Anne-Sophie Carton-Laporte, donc directrice de l'agence départementale de l'Aisne, et également présidente de la NDATD, qui elle nous présentera donc l'association nationale des agences techniques départementales et nous dira en quoi ces agences techniques peuvent jouer un rôle justement d'apport et d'émergence de projets numériques pour les petites collectivités. Ronan Mévélec, qui est le directeur de l'agence technique de la Charente, une des agences précurseurs en termes de services numériques, qui axera son exposé sur les prestations dispensées par la TD16, mais également nous parlera un peu plus de cybersécurité, puisque dès que l'on parle de souveraineté numérique et de données publiques, la question de la cybersécurité revient inévitablement. Et enfin, Jérôme Lamache, donc, qui est directeur des services numériques au territoire chez Manche Numérique, une structure également de mutualisation départementale, qui abordera plutôt la question de la souveraineté des données. Voilà donc la présentation et le déroulé de ce début d'après-midi. Donc, on commence donc par Emmanuel Vivet de Déclic, donc, qui est une association qui regroupe les opérateurs publics de services numériques. Donc il y a 58 structures, je crois, que tu m'avais communiqué. Et donc on va aborder un peu la cartographie et quel est le paysage national sur ces structures mutualisées de services numériques. À toi, Emmanuel. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir écourté votre dessert pour venir nous écouter. Quand j'explique Déclic, je vais quand même démarrer par ça. Alors effectivement, je dirige Déclic, c'est une association et on se présente comme le réseau des opérateurs publics de services numériques, OPSN, qui est une appellation que l'on croise maintenant de plus en plus. Et puis en parallèle, je dirige un des membres de Déclic, je dirige l'ADICO, qui est aussi une association dans l'Oise. C'est une association qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 30 ans pour accompagner les collectivités petites et moyennes dans, il y a 30 ans, leur première informatisation. Avant de passer le slide, en fait, comment s'est créé Déclic? On s'est rendu compte qu'il y a une dizaine d'années qu'on était un certain nombre sur le territoire à avoir potentiellement les mêmes problèmes ou les mêmes besoins. Et ces problèmes et ces besoins, c'est d'accompagner les collectivités dans leur transformation numérique.
On a parlé il y a des années d'informatisation, ensuite on est arrivé à la démat, puis aujourd'hui on essaye de faire un peu ça intelligemment et on parle de transformation numérique en mettant un peu d'intelligence dans la transformation numérique, j'y reviendrai. Et donc on a décidé il y a 10 ans de créer notre réseau. On avait organisé notre première rencontre nationale à Bordeaux en 2011. Et voilà, on s'est mis 5 ou 6 structures autour de la table en se disant, parlons-nous, parce qu'on est chacun sur le territoire, on est un peu isolé. Notre métier, c'est de parler du numérique dans les collectivités petites et moyennes, en relation avec nos adhérents, qui sont nos collectivités, en relation avec l'État, et on se sent un peu seul. Et puis autour de nous gravite de la DDFIP, gravite de la préfecture, gravite un certain nombre de structures, et nous on essaye comme ça de faire un lien entre du numérique pour les collectivités. Et puis en 2022, donc on est, alors précisément, mais c'est moi qui ai dû induire en erreur, on a 56 adhérents, mais 60 en fait d'ici quelques semaines, puisqu'on a 4 adhérents, j'ai dû anticiper deux nouveaux adhérents un peu plus tôt, mais voilà, donc on est à 56 adhérents à ce jour, qui sont les adhérents de Déclic. Alors, si j'ai fait un support, je vais quand même le passer. Alors, on est derrière, hop, là pour l'instant, il veut pas. Ouais. Vous montrez en haut, pardon, c'est pas ici. Alors, où la cabine? On va viser le monsieur en jaune tout là-haut. Si vous pouvez mutualiser, ce serait bien. Voilà. Donc on a rajouté un peu de manuel à la partie numérique. Alors Fabien, désolé, je vais te faire bosser. Ok. Donc effectivement, on va aborder le réseau, les partenaires, les outils, les adhérents, la cartographie, et peut-être directement arriver, Fabien, sur le réseau. J'essaye encore une fois, mais on n'est pas bon. Alors, c'est quoi effectivement Déclic? On a remis une définition. Alors, qu'est-ce qu'on n'est pas? On n'a pas tous le même statut. C'est-à-dire qu'au sein de Déclic, il y a des syndicalistes, il y a des centres de gestion de la fonction publique territoriale, il y a des agences techniques de département, les ATD, il y a des groupements, des GIP, des groupements d'intérêt public, il y a des associations, et on a même, petit nouveau de cet été, une SEM que l'on a accueilli pour nos amis corses, puisque en Corse, la structure qui gère l'accompagnement numérique des collectivités, c'est une SEM qui s'appelle la CITEC. Donc qu'est-ce qu'on n'est pas? On n'a pas tous le même statut. Bon, ok. Alors ça veut dire qu'on a tous le même périmètre d'intervention, peut-être, géographique. Alors même pas. Certains interviennent sur des départements, certains interviennent sur des régions. Je peux penser à Mégalis Bretagne, je peux penser à l'ARNIA, ex-BFC, Bourgogne-Franche-Comté, le GIP BFC, qui maintenant s'appelle ARNIA. Certains sont sur plusieurs départements, sans forcément de notion géographique. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est on est quand même sur une échelle assez large, au minimum un département, parce que on s'est rendu compte assez facilement que le numérique avait besoin d'un volume et d'un périmètre de jeu. Je dis ça volontairement en parlant d'investissement. C'est-à-dire qu'on a besoin de compétences, on a besoin d'investissement, on a besoin de ressources, et ces ressources, on les a à partir du moment où on a face à nous un certain nombre de collectivités, et globalement sur une échelle d'un département ou au-dessus. Donc on a des structures juridiques différentes, on a des périmètres géographiques, et on a aussi des périmètres fonctionnels différents. Certains, les plus anciens, ont démarré en étant véritablement des DSI mutualisés des collectivités locales. Donc on est bien sur un transfert de compétences où la structure va, pour certains, aller jusqu'à acheter des logiciels, compta, paye, élection, état civil, pour l'ensemble de ses adhérents, et les remettre à disposition, soit sur des modes client-serveur ou des modes hébergés,
D'autres n'interviennent pas sur l'achat, ne passent pas le marché, laissent faire les éditeurs, contractualisent, mais simplement accompagnent au suivi, à l'assistance à l'utilisation des logiciels. Typiquement, en ce moment, notre métier, pour ceux qui sont sur la partie logicielle, on parle beaucoup M57, on parle beaucoup DSN, on a beaucoup parlé élections. En début d'année, on parle état civil, voilà. Donc ça, c'est des plateformes de hotline, comme on peut connaître dans un certain nombre de métiers, où on a des gens qui, en permanence, accompagnent les collectivités. Et quand on sait qu'on rentre dans une phase de changement de normes comptables pour les collectivités, on a un petit peu de boulot devant nous. Donc certaines de nos structures, aujourd'hui, sont des véritables DSI, mais après, c'est vraiment une volonté politique, c'est-à-dire que certains vont jusqu'à avoir un groupement de commandes sur du matériel informatique. D'autres décident de s'intéresser en complément aux écoles. Et puis, pour toujours la partie école numérique. Et puis, on a ensuite des structures qui, en fonction, parce que la transformation numérique est là, décident d'aller sur un certain nombre de sujets, comme, alors je vais tenter tout de suite, je ne sais jamais où viser. Ou alors je suis trop loin. C'est la flèche de droite. Ouais. Je vais le tester. Je vise le PC. Parce qu'on a besoin d'une mission d'accompagnement sur les appels aussi. Pardon. Alors c'est dommage parce que moi pour la DICO, le Cantal n'est pas mon périmètre, mais je crois que ça t'aider. Alors voilà, donc on est... Parfait, merci. Donc, je reviendrai à la slide juste après. Pour finir mon explication, pour bien comprendre ce qu'est un EPSN, un opérateur public de services numériques, 56 adhérents, bientôt 60, sur des territoires, et un peu partout en France, on verra la cartographie. Et donc, certains OPSN ne sont que sur, pourquoi pas, un seul métier. Un des métiers qui s'est beaucoup développé dernièrement, c'est la partie RGPD, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que les collectivités, la transformation numérique et l'État, en fait, imposent aux collectivités un certain nombre d'obligations. Et ces obligations augmentent de façon considérable. Globalement, il y a deux possibilités. Soit je le fais en interne, soit j'externalise. La difficulté, c'est d'avoir les capacités, les moyens financiers d'aller externaliser. Et en dehors de la mutualisation, quelle est l'autre solution ? Il y a encore quelques années, j'étais un peu plus réservé dans mes propos en disant la mutualisation, c'est une des possibilités. Alors je suis désolé, je vais peut-être fâcher certains, il n'y a pas d'autre solution. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de mutualiser les compétences sur un territoire pour accompagner les collectivités. Car si on ne le fait pas, on aura des territoires qui n'avanceront pas à la même vitesse dans l'accompagnement des collectivités locales. Je vais vous donner un exemple, alors, parce que j'ai l'habitude dans les interventions de griller un peu tout le monde, donc je regarde un petit peu, mais ça je pense que personne n'en parle. Donc je vais parler de ça, je vais parler de l'accessibilité numérique, avant de revenir. Vous savez qu'en tant qu'élu, vous avez une obligation de rendre accessible votre site internet, votre portail web, pour de réservation de cantine, votre affichage, etc. L'État, accessible, dans la notion de référentiel d'accessibilité qui émerge de ça, qui est de dire aujourd'hui, quel que soit l'handicap que j'ai possibilité d'accéder à l'information que l'on met à ma disposition. Mais attention, quand on parle de handicap, ça peut être une déficience visuelle, auditive, ça peut être ponctuel, j'ai un bras cassé, j'ai qu'une main pour pianoter sur le PC. Et puis après, ça peut être un autre handicap. On considère en France que 20% de la population a un handicap. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez un service en ligne qui n'est pas accessible, vous, indépendamment de ceux qui ont un problème avec le numérique, ça, à la limite, je ne vais pas aujourd'hui aborder cette partie-là. Ne serait-ce que, là, on n'est pas sur cette partie-là. On est sur une personne qui dit, mais moi, je n'ai pas de souci avec le numérique. J'ai un souci à ce que vous me mettez à disposition parce que ce n'est pas accessible. Il faut savoir que vous avez une obligation de le rendre accessible. Le référentiel existe, il est sorti. L'État dit, pour ces sites, 60% de mes sites sont accessibles. Même l'État n'est pas à 100%. C'est pas mal. Nous, dans l'Oise, la DICO est dans l'Oise, on a, au mois de juin, on a recensé les 679, enfin, on a regardé les 679 mairies et les 21 intercommunalités. Et on a regardé qui avait un site internet. Bon, 60% ont un site internet. Plus la commune est importante, plus elle a un site. J'apprends rien à personne.
Après, on a regardé la partie accessibilité. 0,23% des collectivités sont conformes à l'accessibilité. 0,23. Sur les 21 intercommunalités, comme et comme d'agglo, 0 sont conformes à l'accessibilité. Et ce n'est pas les grandes collectivités qui sont conformes à l'accessibilité, bizarrement, ce sont des collectivités plus petites et plus moyennes qui ont eu un élu qui s'est intéressé au sujet. Là où je veux en venir, c'est que je n'accuse pas les collectivités de ne pas faire le boulot. Ce que je reproche à l'État, c'est de sortir un référentiel et de dire « j'ai sorti un référentiel, j'ai fait le boulot ». Ils n'ont rien fait. Ça veut dire que derrière, comment on fait localement pour accompagner les collectivités dans cette démarche? Le pire aujourd'hui, c'est que les entreprises qui développent des sites n'ont pas non plus cette information et cette spécificité, pour certaines, je ne vais pas généraliser, de cette notion d'accessibilité. C'est pour ça que les métiers de la mutualisation et le métier des OPSN, et on reviendra un peu sur tous les différents métiers, c'est ça, c'est d'accompagner les collectivités localement en fonction d'une volonté politique de porter un certain nombre de sujets. Alors, sur le slide, effectivement, vous voyez de différentes actions. Donc c'est là où on intervient sur un certain nombre de domaines. Et quels sont nos interlocuteurs? En fait, on n'est pas tout seul. Nous, on ne connaît que la partie numérique. Donc effectivement, on échange avec nos collègues qui sont l'association des ATD, qui sont la FNCCR, qui sont la VICA, qui sont le programme TNT. Je vous incite à vous intéresser au programme TNT, programme de la transformation numérique des territoires, qui est une émanation de la DINUM, alors plein d'appellations, j'en suis désolé, la Direction interministérielle du numérique. Donc vous faites sur votre moteur de recherche programme TNT DINUM, et vous regarderez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de groupes, beaucoup de projets qui sont menés, dont un, et c'est pour ça que j'en parle, ou le déclic, pardon, je prends la casquette déclic, où Déclic est à la manœuvre, c'est l'agenda de la transformation numérique. Nous avons sur un document essayé de recenser toutes les réformes qui sont intervenues entre 2017 jusqu'à 2025 sur le numérique pour vos collectivités locales. Et vous verrez, il y a du boulot, vous avez des articles de loi, vous avez des décrets, vous avez des échéances, et on essaye comme ça de le maintenir à jour. Puisque, si, je ne vais pas griller, mais par exemple sur la sobriété numérique, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, le document va être mis à jour par rapport à ça. Alors, sur le slide suivant, voilà, donc nos partenaires, c'est qui? C'est effectivement la CNIL, la Banque des Territoires, qui est un des financeurs de notre réseau, c'est Cybermalveillance, INCRT et l'ANSSI. Là, on est vraiment sur la partie cyber et la partie RGPD. Quand on dit partenaire, c'est des conventions de partenariat signées. Pourquoi on insiste et on met en premier la CNIL, mais je crois que c'est toi, Jérôme, qui en parle de la CNIL, non, c'est pas Jérôme, c'est Ronan. Voilà, donc Ronan va en parler. Donc ça, simplement pour montrer que si nous n'étions pas là sur les territoires pour avoir mutualisé cette fonction-là, aujourd'hui, on n'aurait pas ces stats que la CNIL peut afficher, même si, malgré l'obligation, on n'en est pas encore aujourd'hui à 100%. Pardon. Alors peut-être que je finis simplement le slide rapidement, et puis je laisse la parole effectivement. Voilà, donc comment on travaille entre nous? On travaille sur des listes de diffusion. Voilà, on peut passer. Ça, c'est nos logos. Voilà, ce sont l'ensemble de nos membres. C'est-à-dire que vous avez un petit peu des structures un petit peu partout. C'est là où vous allez retrouver, dans la salle, on a aussi des membres. C'est donc 58. Alors, je ne sais plus ce que je raconte. Tu avais raison. En tant que président, je suis perdu dans mes chiffres. Quand on parle de 900, ce sont le cumul du nombre d'agents qui travaillent dans un OPSN au service des collectivités locales. 18 000, c'est 18 000 collectivités locales qui ont la chance, je vais le dire comme ça en tant que président de Déclic, d'avoir un OPSN à leur disposition en fonction des métiers qu'ils peuvent exercer. Et puis je crois simplement qu'il y a une carte de France juste après, voilà, où vous allez retrouver, en fait on a une cartographie dans laquelle on a l'emprise métier, mais là simplement pour vérifier un petit peu que le vert commence à s'étendre un petit peu. Alors ça ne veut pas dire que là où il y a du vert, il y a tous les métiers, d'accord? C'est simplement là où il y a un adhérent,
et là où il y a un adhérent, où l'adhérent commence à travailler sur un certain nombre de sujets. Merci Emmanuel, on reviendra vers toi tout à l'heure lors des questions-réponses. Donc Anne-Sophie Carton-Laporte, qui est directrice de l'Agence départementale d'ingénierie de l'Aisne, et qui est plutôt ici avec son tout frais titre de présidente de l'Association nationale des directeurs d'agences techniques au niveau national. Voilà, donc si tu peux nous parler déjà de cette association, quelle est sa vocation et qu'est-ce que c'est une agence technique départementale? Je vais commencer par là. Je vais me présenter en quelques lignes, puisque vous ne me connaissez pas. Je vais saluer mes collègues qui sont ici dans la salle, quelques-uns, puis je vais saluer ceux qui seront à distance, qui pourront regarder cela. Donc, je suis Anne-Sophie Carton-Laporte, je suis directrice de l'ATICA. L'ATICA, c'est l'acronyme pour l'Agence départementale d'ingénierie pour les collectivités de l'Aisne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est une agence technique départementale. Je vais commencer par là, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse les agences techniques départementales. Donc, que font les ATD? Donc, les ATD, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Juste pour les Cantaliens, il y en a pas mal ici. Cantal Ingénierie Territoire et le nom de l'ATD du 15 du Cantal. C'est la première slide. Bon, c'est tout. Il y a des slides qui sont passés à la trappe, c'est pas bien grave. Donc, les agences techniques départementales sont issues de la codification du Code général des collectivités territoriales. Donc, elles sont autorisées par le L 5511-1, donc qui autorise en fait les départements, les EPCI, les collectivités à construire ensemble une agence départementale pour réaliser des prestations techniques, juridiques, toute prestation de conseil, qui échappe en fait à l'obligation du département d'intervenir sur le domaine technique. En fait, c'est pas limité, c'est pas bordé. Donc c'est autorisé depuis 82. Il y a un département qui avait anticipé en 1976, qui avait créé sa première agence. Et Gaston Defferre avait dit à l'époque, devant l'Assemblée nationale en 1981, il n'en existera pas plus que 4 ou 5. En 1988, il y en avait déjà une dizaine. La TESAT a disparu en 2014, je ne sais pas si tout le monde connaît la TESAT, c'était l'aide technique de l'État, donc l'ingénierie publique de l'État. En 2014, ça s'est terminé, et à partir de 2014, effectivement, les départements ont créé un certain nombre d'agences techniques. Aujourd'hui, il existe 75 structures départementales qui exercent des prestations techniques, juridiques, administratives et parfois sur le numérique. Alors, c'est avant tout des établissements publics administratifs, on trouve aussi des SEM, des syndicats, on a de la régie départementale également, mais majoritairement ce sont des établissements publics administratifs. Donc, elles exercent des compétences diverses. Alors, que font les ATD? Donc, les ATD, j'ai rappelé qu'elles étaient construites pour et par les collectivités, puisqu'on a généralement un exercice conjoint de la gouvernance des ATD, le département et les EPCI, les collectivités qui les composent. Elles sont au service de toutes les collectivités qui la composent, et notamment les plus modestes. Donc là, aujourd'hui, on est bien dans le thème de la ruralité. Les agences techniques exercent des compétences pragmatiques au plus près des territoires. Elles connaissent leur territoire, elles connaissent les besoins des collectivités. C'est important sur des sujets divers comme la voirie, les bâtiments, mais c'est aussi important, évidemment, sur le numérique. Tous les territoires sont différents. Je crois que ça a déjà été dit ce matin. Les départements sont différents les uns des autres, mais au sein même des départements, les collectivités sont différentes, elles ont des besoins différents, elles exercent leurs compétences différemment. Donc le fonctionnement, la difficulté, c'est que le fonctionnement, les prestations des ATD sont, même s'il y a un socle commun, on peut parler de la voirie, de l'eau, des bâtiments, elles sont toutes différentes, parce qu'elles se sont construites justement en fonction des besoins des territoires. Donc les ATD, elles peuvent intervenir sur les domaines de la voirie, des bâtiments, des ouvrages d'art, l'assainissement et l'énergie pour les parties techniques, mais également sur des domaines plus administratifs ou juridiques. On peut penser à l'accompagnement des collectivités sur les marchés publics, sur l'instruction droit des sols, également sur les RGPD, on en a parlé, et jusqu'à la formation des élus, jusqu'à de l'ingénierie financière et la constitution de centrales d'achat. Et aussi également, pour quelques ATD, elles commencent à être nombreuses, des prestations dans le numérique. Donc vous avez ici sur la slide un petit panel de toutes les ATD qui exercent des compétences numériques, donc le Cantal évidemment, Haute-Garonne Ingénierie, l'ATD 16, la DAT, la Gironde, le syndicat mixte du Lot, et j'ai mis en tout petit l'ATICA, puisqu'on simule aussi un petit peu, puisqu'il y a des besoins effectivement. Donc les agences techniques départementales, donc, elles existent depuis un certain nombre d'années.
elles ne sont pas restées isolées les unes des autres, donc il y avait des communications informelles entre les directeurs, entre les différentes équipes, mais jusque-là informelles. Donc en 2018, il a été décidé entre d'agences techniques de se grouper en une association des directeurs d'agences techniques départementales. Je précise que ce n'est pas une association des agences techniques, c'est une association des directeurs d'agences techniques et des directrices d'agences techniques. Donc, vous avez là sur la slide les statuts, enfin les objectifs de l'agence, donc de l'ANDAT. Donc l'ANDAT se réunit une fois par an sous le format de journée annuelle avec notre AG. Donc on y débat des sujets d'actualité, les positionnements des ATD, le positionnement de l'État vis-à-vis de l'ingénierie publique. On en parle beaucoup en ce moment avec la révision des statuts du CEREMA. On échange et on a instauré des groupes de travail sur les différents sujets qui préoccupent les agences techniques. Donc aujourd'hui, il existe 10 groupes de travail sur les sujets divers comme le juridique, la fiscalité, l'urbain, l'administratif, les outils de suivi d'activité, parce que c'est des gros sujets. Et peut-être bientôt un 11e groupe de travail sur le numérique, tout ce qui peut se passer sur le numérique. On produit un annuaire, puisqu'effectivement le but du jeu aussi d'association, c'est de se faire connaître auprès de l'ensemble des instances, notamment les instances de l'État, qui parfois nous oublient un petit peu. Nous, qui ne nous oublient pas, c'est là. Donc le dernier annuaire a été publié en 2020. Aujourd'hui, il est en cours de refonte pour les 75 structures actuelles. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, des structures essentiellement des établissements publics administratifs, mais pas que. On revient au début du slide. Il n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, donc je vais faire un petit focus sur la DICA quand même pour me présenter. Donc la DICA, c'est une agence technique départementale de 2013, donc qui a vu le jour effectivement avec le retrait progressif de l'ingénierie publique d'État. Donc il y a un grand nombre d'agences techniques qui ont vu le jour entre 2013 et 2017. On est structuré en établissement public administratif et nos prestations sont orientées pour les petites structures, donc les communes de moins de 10 000 habitants peuvent adhérer à la DICA. C'est un peu particulier parce que dans l'Aisne, il n'y a que 7 communes qui ont plus de 10 000 habitants. En fait, tout le monde peut adhérer à la DICA. 75% des communes de l'Aisne ont moins de 500 habitants. Donc là, on ressent bien le besoin de mutualiser et de fédérer l'ensemble des compétences dans une structure qui est proche des habitants et des besoins. Aujourd'hui, la DICA est composée de 640 adhérents. 800 communes dans l'Aisne, 640 adhérents. Il y a quelques collectifs, quelques EPCI et quelques syndicats. Il y a 525 en fait, communes qui adhèrent à la DICA. L'essentiel des prestations, c'est des prestations sur de la voirie. Donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre sur de la voirie, mais pas que, du bâtiment, du patrimoine monumental historique, notamment, les églises. Et on a une gouvernance qui est paritaire, comme la plupart, comme toutes les ATD de toute façon, donc 10 élus du département, le président du département de l'Aisne, le président de la DICA, et 10 élus des collectivités, 8 maires, un président de BCI, un président de com et un président de syndicat. On est constitué essentiellement d'agents du département mis à disposition de la structure DICA. Je suis agent du département, mes collaborateurs sont essentiellement agents du département, on est 13 agents au siège, il n'y a que 2 contractuels. Et on vient piquer à la volée les compétences des agents du département qui sont mis à disposition ponctuellement, notamment des agents de voirie, alors je vais beaucoup, mais les agents de voirie qui sont présents dans les territoires, qui connaissent parfaitement leur maire, ils sont mis à disposition partiellement et répondent exactement aux besoins en toute connaissance de ce qui se passe dans les territoires. Donc la DICA intervient, alors vous avez un petit slide, mais je ne suis pas sûre qu'il soit très lisible, sur les différentes compétences, donc les bâtiments, les espaces publics, les monuments historiques, les ouvrages d'art, c'est dans l'air du temps aussi. Un petit peu d'informatique et numérique, on y met un pied, et des prestations plus juridiques et administratives. Alors, on y met un pied parce que la DICA s'est occupée de déployer l'ENT, l'environnement numérique de travail, dans le premier degré dans l'Aisne. La région des Hauts-de-France, les 5 départements se sont mis autour de la table avec le ministère de l'Éducation nationale. Chose incroyable en 2018, ils ont décidé de déployer un environnement numérique de travail commun à l'ensemble des établissements sur le premier et le second degré. Je m'avance peut-être, mais je crois que c'est le plus important. Et donc, dans le premier degré, il fallait une structure porteuse, parce qu'il y a
Dans l'Aisne, il y a 492 écoles, 381 collectivités qui portent la compétence scolaire dans le premier degré. Donc l'ADICA s'est proposé pour porter dans l'Aisne, en tout cas, le déploiement de l'UNT et donc à intégrer le groupement de commande régional. On déploie et on assiste, on accompagne, on complémente l'éducation nationale, la DAN notamment, avec les IREN qui sont présents auprès des équipes pédagogiques dans l'utilisation de l'UNT. Et l'Aisne a aussi été bénéficiaire d'un programme territoire numérique éducatif, donc avec le Val d'Oise, l'Aisne a été expérimentateur. Donc on a été doté, les écoles ont été dotées de 7 millions d'euros d'équipements numériques. Donc le ministère de l'Éducation nationale a payé. Alors, ce qui est très très bien, sauf que la difficulté, c'est que qui s'occupe de ce matériel-là maintenant ? C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas forcément formés, les enseignants référents d'usage numérique s'occupent des usages numériques, mais pas forcément du matériel. Donc l'ADICA a recruté 2 techniciens qui vont s'occuper de la gestion et de la maintenance du matériel informatique, du numérique éducatif dans les écoles de l'Aisne, donc 491 écoles. Ça va nous faire un certain travail. Merci, merci Anne-Sophie. Donc on a vu avec Emmanuel toute la nécessité de la mutualisation, surtout notamment pour les petites collectivités qui ne peuvent pas en interne se structurer et recruter les compétences suffisantes. On a vu qu'il y avait un modèle d'opérateurs numériques qui pouvait être les agences techniques départementales qui sont sous la coupe des départements. Il y en a 75, il en manque encore quelques-unes. Et finalement, vous avez une offre de service dans vos départements. Toutes ne font pas du numérique, puisqu'elles ont commencé traditionnellement par de la voirie, de l'eau et de l'assainissement suite à la disparition de la DDE. Mais il y a l'outil, il y a la coquille qui permet de mutualiser et de développer les prestations numériques. Et là, donc, on va rentrer sur 2 exemples concrets avec Ronan et Jérôme. Tout d'abord, Ronan Lavellec, le directeur de l'agence technique de la Charente, Angoulême, qui est célèbre pour son festival de BD et son festival de cinéma français, mais également pour son agence technique départementale qui a été une des précurseurs dans le domaine du numérique. Et Ronan est le digne représentant ici. Merci d'être là et nous t'écoutons pour nous raconter l'histoire de la TD16. Merci beaucoup Fabien. Donc je vais vous, modeste ambassadeur donc de la TD16, vous dire un petit peu, vous rendre tout ce qui a été dit concret au niveau donc, de la Charente, remercier Fabien et remercier du coup l'ensemble des élus Cantal pour organiser Ruraltique. C'est extrêmement enrichissant parce qu'on peut, au-delà des temps de réunion et de conférences, on peut échanger et c'est souvent très riche dans les moments un peu plus informés. Donc, merci pour ça aussi. Donc rapidement dit, ATD16, donc agence technique, Anne-Sophie l'a dit. Donc nous, on a peut-être la particularité, mais je pense qu'on est assez nombreux en France à le faire. Donc on est une ATD qui sont portés à la fois sur l'aménagement et aussi sur le numérique. Du coup, je vais être obligé, j'ai pas mal de slides, donc je vais, si vous voulez, faire suivre. Merci beaucoup. Donc, l'ATD est un établissement public administratif. Donc, on est dans la droite ligne des autres ATD en France, donc pas de soucis particuliers. On a été créé en 2014, donc en Charente. 2014, une volonté des élus du conseil départemental de l'époque, qui est largement retraduite depuis, et donc d'apporter un soutien d'ordre technique, numérique, juridique aux collectivités qui le souhaitent. Adhérer à une ATD n'est jamais obligatoire, c'est toujours volontaire. Donc en 2014, l'agence a été créée, et donc la fusion avec un syndicat départemental informatique a été précipitée en 2018. Donc depuis 2018, l'ATD est à la fois aménagement et numérique. Aujourd'hui, on compte 490 membres. C'est un peu étonnant parce que la Charente compte 366 communes et on a 490 membres parce qu'au-delà des communes, il y a des intercos, il y a des syndicats et il y a aussi des structures un peu satellites qui peuvent adhérer à l'ATD. Donc on va passer juste à la carte pour que vous ayez une petite idée un peu du poids. Donc ça c'est la carte de la Charente. Les taches blanches, ce sont donc les communes qui n'adhèrent pas encore à l'ATD. Et donc les autres couleurs, ce sont en gros les communes qui adhèrent, je ne rentre pas dans les détails, mais soit aménagement, soit numérique. En ggros, une écrasante majorité de collectivités, 93% des communes de Charente adhèrent à l'ATD, et donc elles adhèrent quasiment toutes sur à la fois l'aménagement et le numérique. Un mot de la gouvernance, parce qu'une ATD, c'est quand même les élus qui sont au cœur de l'agence technique, en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant que gouvernance, en tant que décideur. Donc le président de l'ATD, c'est Michel Carteret. Michel Carteret, il est conseiller départemental, et donc c'est lui qui préside l'ATD 16. Le conseil d'administration de l'ATD,
donc c'est le conseil de décision, l'organe délibérant du quotidien. Et donc ce conseil d'administration il est paritaire, c'est qu'on a autant de conseillers départementaux que d'élus communaux ou intercommunaux. 12 et 12. Et le président fait 25 membres. Une équipe technique évidemment. Et donc ça, c'est juste pour dire que la télé est organisée en 3 pôles. Un pôle plutôt ressources, administration juridique, un pôle numérique et un pôle AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage pour toutes les politiques d'aménagement, mais j'y reviens dans 4 secondes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle nous le set de table, c'est-à-dire que c'est l'ensemble donc, des politiques mutualisées qu'on propose à l'ensemble des adhérents qui le souhaitent. Donc dedans vous avez un panel aménagement, un panel numérique, un panel juridique et un panel de cartographie SIG pour justement répondre à l'ensemble des besoins qui sont nôtres. En 2014, pour montrer aussi un petit peu du coup cet effet de mutualisation, cet effort de mutualisation, en 2014, l'ATD portait 2 politiques mutualisées, un budget de 300 000 € et 5 agents, ou 5 collaborateurs qui mettaient tout ça en marche. Au moment où je vous parle, il y a 31 politiques mutualisées, nous sommes 36 donc, à œuvrer à l'ATD 16 et le budget est passé à presque 3,5 millions d'euros. Donc, et à chaque fois, évidemment, sur les communes qui sont demandeuses et qui souhaitent que des nouveaux services leur soient apportés. Alors, je ne vais pas, parce que l'année dernière, j'ai déjà présenté un petit peu tout ça, je ne vais pas tout vous présenter, s'il y a des questions, je le ferai avec grand plaisir. Je vais simplement aller très vite sur le début et m'apesantir sur les points un peu plus importants, en tout cas, à ce jour. Allez-y, on peut aller vite. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des politiques mutualisées en numérique. On fait, comme ça a été dit par Anne-Sophie, on fait, nous, évidemment, de la maintenance des matériels, pour être sûr qu'une fois que le matériel est acheté, on le maintient donc, tout au long de sa vie. On intervient si besoin dans les collectivités, on a une plateforme marché public, on a une centrale d'achat, bref, on a pas mal de choses, tout ce qui fait besoin et qui se voit un peu partout. Allez-y, excusez-moi, je regarde en même temps. SUG, très bien, parfait, allez-y. Du coup, je vais dérouler rapidement. Voilà, un premier point. Fabien a parlé de la cybersécurité. C'est difficile de parler de cybersécurité sans parler de sauvegarde. Je ne sais pas, en tout cas, j'appelle, j'en fais un grand témoignage aux collectivités, un appel, n'hésitez pas à avoir une sauvegarde de qualité dans vos collectivités. Aujourd'hui, les sauvegardes sont le rempart le plus important. En cas de cyberattaque ou en cas de... Si on perd l'ensemble de son système d'information, la seule roue, en tout cas la seule planche de salut, c'est de pouvoir remettre le travail de la veille grâce à une sauvegarde qui va bien. Donc on a mis ça en place à la télé. Donc une sauvegarde qu'on appelle 3-2-1 pour répondre au code de l'ANSSI, avoir son support 3 fois, c'est un donné qui est répliqué 3 fois, dont une qui est à l'extérieur de la collectivité, en cas de feu, en cas de vol, ou autre chose. Il y a donc un jeu qui est en dehors de la collectivité. Allez-y. Donc ça, c'est les collectivités qui ont pris la sauvegarde en Charente, donc ça fait que quelques mois qu'on a mis en place cette nouvelle option. C'est dire que ça plaît et que du coup c'était attendu. Et c'est aussi vous montrer que cette carte est en fait une carte interactive qui tous les matins nous fait remonter l'état des sauvegardes. Si c'est vert, c'est que tout s'est bien passé. Si c'est jaune, c'est qu'il faut qu'on y regarde. Et si c'est rouge, j'ose même pas vous en parler. Voilà, ça c'est la petite dernière qui a été votée il y a quelques semaines par le conseil d'administration. C'est une politique en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, on fait le constat à l'ATD que nous n'avons pas d'équipe dédiée en matière de cybersécurité. Évidemment, tout le monde est sensibilisé un petit peu ici ou là à la thématique et au domaine. On va recruter entre 2 et 4 personnes à plein temps pour s'occuper, selon les 490 membres, uniquement de la cybersécurité. Le périmètre fonctionnel, c'est qu'on va du coup à chaque fois aller sur un audit initial, voir un peu comment ça se passe et quel est un peu l'état de l'art, rédiger un plan d'action, parce que forcément il y a des préconisations à faire, donc on fera ces préconisations. Au-delà des précos, on va alors ce qu'on appelle sensibilisation ciblée, c'est un terme un peu vaporeux. L'idée en fait c'est de faire de la formation dans les collectivités, dans chacune des collectivités, pour leur permettre de résoudre ce qui mérite de l'aide dans les meilleurs délais. Et il y aura un suivi, ça les élus ont souhaité que ce suivi soit à la carte, soit on fera un suivi de ce plan d'action tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, pour des raisons financières évidemment. Il y a des collectivités, tout à l'heure Sophie l'a dit, en Charente c'est quasiment les mêmes proportions, 80% des collectivités font moins de 500 habitants. On a des collectivités la plus petite en Charente, et c'est une fierté, en tout cas c'est une commune qui fait 35 habitants, donc je ne sais pas si en tant que Cantal ça existe, j'imagine que oui. J'ai mieux, j'ai 17. 17, ok. Donc on a des collectivités, pour dire, qui sont modestes, et donc qui sont parfois ouvertes qu'une demi-journée, voire 2 par semaine.
Donc avoir un plan d'action cybersécurité annuel paraissait peut-être un petit peu démesuré par rapport à cette échelle de collectivité. C'est pour ça que les élus ont préféré mettre 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc pour avoir une idée de coût, cette option pourrait coûter donc, à chaque collectivité environ 200 ou 250 € par an pour avoir justement une visite tous les 2 ans dans leur collectivité avec un plan d'action, un suivi en matière de cyber et donc du personnel formé à la thématique, si vous voulez bien. Pour enchaîner, donc comme c'est tout nouveau, c'est pas encore en place, donc là on a un calendrier. Donc au moment où je vous parle, on est en train de recruter, de former des équipes dédiées, parce que forcément, la cyber, c'est extrêmement le marché en tension. On a du mal à trouver du personnel déjà formé, ou alors très cher. Et tant mieux pour eux, mais nous, on ne pourra pas aller jusque-là. Donc on a fait le choix plutôt de recruter des profils techniques, on va dire plutôt tout terrain, et donc de les emmener en formation sur de la cyber pour justement qu'on puisse monter vraiment en compétences. Après, on va attendre que les collectivités délibèrent pour savoir si ou non elles souhaitent qu'on les accompagne. Et donc, 1er janvier 2023, on ouvre les robinets et du coup, on part sur le terrain avec les collectivités volontaires. Mutualiser, ça a été dit, on est, en tout cas pour la télé Charente, c'est un vrai besoin que j'ai aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, entre 2014 et 2022, on est passé de 2 politiques mutualisées et donc 5 collègues à 31 politiques mutualisées et 36 collègues. Donc on est en développement quasi permanent, c'est forcément toujours un peu éprouvant pour tout le monde, à commencer par les équipes, et là je sens le besoin de se poser. Donc quand je dis se poser, c'est pas se reposer, c'est je souhaite qu'on puisse, donc j'ai proposé ça au président qui a dit banco immédiatement, qu'on puisse rentrer dans une démarche qualité. Faire en sorte que la télé pose un peu les choses, écrive un petit peu les choses, et qu'on rentre vraiment dans une démarche de stabilisation par le haut. Donc, norme ISO, norme qualité, ça fait un peu peur. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné pour les 2-3 ans qui viennent, pour justement pouvoir déboucher sur une norme de qualité. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de normes à la télé, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu, ça compte beaucoup. Beaucoup de politiques. On fait de l'hébergement de données, ce n'est pas neutre. Héberger de la donnée, ça nous engage quand même pas mal de responsabilités. Et on attend toujours plus de réactivité. Les collectivités, quand elles ont un problème, forcément, elles attendent que la télé, en Charente comme ailleurs, j'imagine, soit réactive, soit là, et qu'on puisse tracer les choses. Donc par rapport à tout ça, la qualité, c'est souvent du bon sens, mais le bon sens, on n'a pas tous le même bon sens. Donc c'est pour ça que la proposition, c'est de partir sur des normes de qualité. Alors sans vous faire un grand débat, parce que d'abord, je n'ai pas le niveau en matière de normes de qualité, c'est juste vous dire par où on est passé et par où on va passer. Aujourd'hui, donc, les orientations stratégiques de l'agence, elles sont au nombre de 3. Satisfaction de l'adhérent, professionnalisation des pratiques et qualité de vie au travail. Faire en sorte que les collaborateurs soient bien, parce que s'ils ne sont pas bien, ils ne pourront pas faire en sorte que les adhérents le soient également. Donc c'est un peu le triptyque qui guide notre action au quotidien. Et donc par rapport à ça, il y a donc différentes normes. Il y a énormément de normes. Moi j'en ai repéré 5 dans le spectre de ce qui pourrait nous intéresser. La norme ISO 9001, qui est la plus connue, je crois, en tout cas je pense, qui est une norme vraiment généraliste de qualité de service. La norme ISO 14001 par rapport à l'environnement. La norme 27001 qui, elle, est beaucoup plus techno, beaucoup plus informatique et data protection. La continuité des activités, c'est la 22301 et la 20000 qui, elle, est au niveau des services dédiés technologie de l'information. Donc simplement vous dire, encore à vous, donc ça on va le passer parce que Fabien me dit qu'on arrive au bout. Allez-y, voilà. On va nous commencer par une norme ISO 9001. Parce qu'aujourd'hui, quand les secrétaires de mairie, quand les maires appellent, ce qu'ils veulent, c'est du service. Ils veulent qu'on puisse tracer leurs demandes, qu'on puisse savoir qu'on ait de la réactivité. Donc aujourd'hui, on va commencer par la 9001 pour mettre tout ça en place. Donc la 9001, c'est pour arriver à ce que j'expliquais tout à l'heure, la pleine satisfaction de l'adhérent, la participation et la motivation des salariés, parce qu'une norme ISO permet aussi de faire du management en interne, et ça m'intéresse librement, et évidemment d'améliorer globalement l'efficience générale de toute l'agence. Une fois qu'on sera bon au niveau d'un 9001, je bouge beaucoup la tête parce que je veux faire signe avec Alexandre, lever les bras. Donc en termes d'approche, arriver sur une norme 9001, c'est quand même assez dur, c'est quand même assez fort. Donc on y va sereinement, tranquillement. J'ai commencé par un petit audit organisationnel qui a été mis en place là juste avant l'été. Donc cet audit organisationnel, il nous montre un petit peu les manquements qui sont les nôtres, et donc c'est un audit organisationnel qui était vraiment axé sur la satisfaction de l'adhérent. Parce que c'est ce qui m'importe le plus, donc voir un peu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc on a pris évidemment les pratiques internes, qu'on a croisées avec les témoignages de nos adhérents. Et donc de là est sortie une étude extrêmement riche, extrêmement intéressante, et donc qui vont
qui vont nous conduire à faire pas mal de réajustements en interne. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est vraiment de l'interne-interne, au niveau du nombril. Une fois qu'on a fait ça, on a la chance d'être retenu dans le cadre du parcours cyber que l'ANSSI propose. Peut-être que dans la salle, sans doute, vous êtes nombreux aussi, en tout cas je vous le souhaite, avoir été retenus aussi donc, dans cet appel à projet plan de relance au niveau du parcours cyber, où en fait on a des experts diligentés et financés à 90% par l'ANSSI, qui vont venir en gros mettre la TD complètement à nu, la TD numérique complètement à nu, voir ce qui va pas, et là encore nous faire notre propre examen de conscience pour qu'on puisse s'améliorer et être encore meilleur. Donc là on a d'abord un premier volet humain, un deuxième volet vraiment techno, et une fois qu'on aura tiré un petit peu les leçons de tout ça, on pourra sereinement aller vers une norme ISO qui pour moi est importante pour stabiliser l'édifice sur les années qui viennent. Très bien, les collectivités de la Charente ont vraiment un outil remarquable à disposition quand sur les prestations de cybersécurité, donc du curatif avec la restauration de sauvegarde en cas de cyberattaque ou autre, est-ce qu'il y a du préventif aussi, de la sensibilisation, est-ce qu'il y a du contrôle d'accès Internet, est-ce qu'il y a des virus mutualisés, etc. Du préventif plutôt que du curatif. C'est qu'on a deux politiques différentes, une politique de sauvegarde, tout ce que tu appelles toi du curatif, mais donc toute la partie, la politique vraiment parcours cybersécurité, c'est un audit initial, des préconisations, un plan d'action et un suivi. Là, on est quand même plutôt sur du préventif. D'accord, et la fourniture de services, comme un antivirus par exemple, ou de supervision, contrôle d'accès qui peut être... On aura une centrale d'achat à côté qui permettra donc d'acheter les produits qui est donc sponsorisés et financés par l'ANSSI pendant quelques années. Donc antivirus, anti-phishing et gestion de mots de passe. D'accord, merci Roland. Deuxième exemple, donc, toujours sur la côte ouest, mais un peu plus au nord, donc dans la Manche, avec Jérôme Lamache, donc avec une structure Manche numérique qui là pour le coup n'est pas une ATD, parce qu'elle est 100% dédiée au numérique, donc elle a été créée pour ça, pour faire de l'aménagement numérique, un des premiers RIP en France. Et donc il y a un peu plus de 50 collaborateurs, je vois, entièrement consacrés au numérique pour les collectivités. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Fabien, peut-être l'une des premières agences dédiées au numérique, puisqu'on parle de 2004, et donc l'avènement des premiers sujets d'aménagement. Je vois qu'il y a des anciens directeurs de Manche numérique dans la salle, donc ils vont s'en souvenir. Pour autant, les services numériques n'étaient pas absents. Je pense notamment à l'ADICO qui a une certaine antériorité. Et dans la Manche également, vous avez une association qui s'appelait l'ASTEC, qui s'occupait des services numériques sur les territoires. Et donc, l'avènement de la création de ce syndicat mixte a fait que, vous voyez ici, en fait, on a conservé ces deux compétences. La compétence obligatoire avec des sujets dont on a traité hier, qui sont traités depuis pas mal d'années maintenant, sur l'aménagement, les 8 EPCI qui constituent notre territoire, qui évidemment adhèrent de manière obligatoire, c'est une compétence obligatoire. Pour cette partie-là, tu l'as précisé Fabien, j'ai une vingtaine de collaborateurs sur l'aménagement, et dans ma direction, celle que je pilote, sur les services numériques, il y a également une bonne vingtaine de collaborateurs. Donc voilà, on est réellement dédié au numérique. Alors vous allez voir peut-être à la fin de cette présentation que ça peut avoir un intérêt très fort. Je sais qu'il y a beaucoup de syndicats numériques aujourd'hui qui s'intéressent aussi aux services. Puisqu'on parlait de souveraineté, alors souveraineté des transports, mais aussi souveraineté d'hébergement des données, on en parlait sur l'hébergement, vous êtes aussi hébergé. Donc alors plutôt que de détailler l'ensemble des services depuis 2004, évidemment on s'est intéressé à tout ce que souhaitaient faire les collectivités. On a convenu ensemble de faire un petit focus sur toute la partie DPO, donc réglementation liée à la protection des données, depuis 2018, et vous allez voir qu'on est quand même loin de l'aboutissement. Est-ce que la mutualisation est une nécessité? Évidemment, Madame l'a précisé, nous sommes également membres de Déclic. Avoir un DPO dans une collectivité de moins de 500 habitants, c'est illusoire. Pourtant, avoir une fonction DPO dans une collectivité, c'est obligatoire depuis 2018. Alors, comment fait-on? Je crois qu'il y a des sceptiques avant, maintenant tu ne l'es plus. Ça passe forcément par des organes de mutualisation. Un syndicat mixte, je sais qu'il y en a aussi dans la salle, il y a d'autres formes. On n'a pas aujourd'hui représenté des centres de gestion, mais il y a des ATD, il y a des syndicats mixtes, il y a des associations comme les tiennes, il y a des SEM aussi, on a nouvellement accueilli 8 SEM. Donc vous voyez, c'est une pluralité de structures. La mutualisation sur un territoire rural, la Manche est le seul territoire qui n'a pas de zone d'initiative privée en termes d'aménagement. C'est vous dire si, côté rural, je pense qu'on peut en parler librement, c'est un développement d'aménagement 100% public, 100% du territoire est en couverture publique. Donc voilà, pour focaliser, puisque aujourd'hui on va parler uniquement de services numériques. Voilà ce que représentent les adhésions. Donc, pour celles-ci qui sont plutôt facultatives, 360 membres.
sur les 450 communes qui représentent un territoire comme le nôtre. Donc toutes ne sont pas adhérentes, mais je vois qu'on a les mêmes problématiques. Donc notre travail au sein de la direction, c'est évidemment d'inciter à adhérer. Et vous le voyez en fait derrière moi, je parlais d'un périmètre, alors même si on est départemental, Manche numérique, voilà, c'est bien un territoire de la Manche, mais pour autant, c'est le conseil départemental du Calvados. Alors il n'y a pas d'ATD dédié au numérique, il n'y a pas d'agence dédiée au numérique. Naturellement, que font ce territoire? Ils viennent le voir, puisqu'on a des produits qui peuvent correspondre. Il y a le CD72, le CD76 et d'autres membres non conventionnés. Donc, je veux dire que la mutualisation ne s'arrête pas aux portes d'un territoire administratif, bien au contraire, c'est vraiment un intérêt sur un territoire beaucoup plus large. Les deux points de focalisation que je vous propose aujourd'hui, ce sont les systèmes d'information et la cybersécurité. Donc, Ronan vous a parlé un petit peu de la partie cyber. Nous sommes hébergeurs de données depuis une dizaine d'années aujourd'hui. C'est un métier, alors, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas s'inventer non plus hébergeur de données. C'est la disponibilité, je vous ai mis quelques éléments derrière. Ce que l'on propose en termes de mutualiser les collectivités, un nom de domaine en .fr. On est sur du marketing territorial. J'ai écouté avec attention ce matin la marque Auvergne. J'ai entendu aussi que la Normandie était la première région reconnue, mais l'Auvergne, enfin voilà, il y a un vrai intérêt en tous les cas à défendre cette partie-là. Même voir des adresses mail en wanadoo.fr, on en voit encore, je ne sais pas si c'est le cas, on en voit encore. C'est pas si anecdotique que cela, parce que le jour où vous faites pirater en wanadoo.fr, peut-être que vous l'avez subi, constaté, c'est minimum 15 jours avant de pouvoir retrouver votre mail. J'ai un petit slide sur les DPO, mais les conséquences que ça peut avoir en termes de rupture de service, l'avantage d'avoir des messageries peut-être gérées à titre plus professionnel, en tous les cas wanadoo.fr, c'est intégré à vos packs de connexion. Alors j'ai celle-ci par exemple Mail, mais il y en a évidemment d'autres, c'est de pouvoir intervenir, ou quelqu'un puisse intervenir et vous donner l'accès, aller quasiment dans l'heure, voire au maximum dans la journée. Donc c'est pas si anecdotique que ça sur les outils de communication. Le stockage, je vous donnerai quelques exemples à la suite. Et puis des abonnements complémentaires qui sont là encore faits pour être à la carte, en fonction de ce que nous demandent les collectivités. La sauvegarde en est un, j'y reviendrai tout à l'heure. On a un data center dans un centre numérique comme le nôtre, on n'a pas besoin non plus d'avoir 50 baies de stockage. On est plutôt dans une logique de data center de proximité. J'y reviendrai là encore, parce que la notion de proximité, il y a d'autres intérêts en termes de sobriété numérique. Pourquoi faire transiter ces données dans des data centers à des milliers de kilomètres, des centaines, voire des milliers de kilomètres, alors que au niveau local, quelques dizaines, quelques dizaines, c'est peut-être l'intérêt, on peut avoir des petites unités qui offrent le même type de gamme de services. Et là, on parlait de souveraineté à nouveau, c'est qu'au moins elles sont sur notre territoire et on peut aller changer un disque dur quand il y a besoin. Et donc, sobriété numérique, là, ça prend à nouveau tout son sens. Alors, un exemple ici, nous avons 12 baies. Voilà aujourd'hui comment nous répartissons. Ce sont 8 baies qui sont à disposition de collectivités. Il y en a déjà 4 qui sont utilisées par les EPCI de notre territoire. Alors, les enjeux derrière tout cela, la mutualisation, je vais revenir un peu plus profondément, c'est la souveraineté. On a entendu ce matin, souveraineté locale, j'ai bien noté, oui, la souveraineté locale, ça fait partie des termes. La directive NIS 2, sans rentrer trop dans les détails, demain va peut-être nous imposer d'avoir des modes de fonctionnement, des processus qui soient non seulement transparents, mais aussi maîtrisés. La maîtrise des connexions numériques, tant mieux pour nous, nous sommes propriétaires d'un réseau, comme beaucoup d'entre vous quand vous êtes syndicaliste. Donc oui, tout ce qui transite dans nos tuyaux, on en a la maîtrise. Maîtrise des lieux d'hébergement des données. Voilà, la décision qui a été prise à l'époque par les politiques a été de mettre en place un centre d'hébergement. Donc les données, non seulement elles transitent, elles ne vont pas très loin, donc elles consomment peu, en tous les cas moins que si elles faisaient beaucoup de kilomètres. Et puis elles sont stockées pas très loin dans un bâtiment que l'on rend accessible bien évidemment pour ceux qui le souhaitent parmi nos adhérents. Deuxième enjeu, c'est sur la sobriété numérique, un lieu d'hébergement de proximité. Je l'ai indiqué tout à l'heure, moins de consommation pour des données de gestion courante. Quand vous faites de la sauvegarde, vous allez consommer des points intermédiaires. Donc ce sont des équipements qui vont eux-mêmes consommer de l'énergie. On peut mieux faire. L'accès immédiat aux infrastructures, changer un disque dur, ça fait partie de la vie de tous les équipements informatiques. Un équipement qui tombe en panne, on n'arrivera jamais à faire qu'il ne tombe pas en panne. Notre métier, le tien aussi Ronan, c'est de faire en sorte que quand il tombe en panne, on assure qu'il y a une boucle, c'est de la résilience. Donc connexion internet qui tombe, on a une deuxième qui prend le relais, voire une troisième. J'entendais parler de satellite hier, c'était un débat que l'on avait à table hier soir.
mais c'est aussi les serveurs, avec un data center tout seul. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, mais si je veux monter un data center sur mon territoire, je lui dis non, c'est pas un, c'est certainement deux, ça marche minimum par deux, puisqu'il faut lui-même qu'on le sécurise. Et en fait, on rentre dans une logique de réseau, la mutualisation c'est aussi ça, ce sont un réseau de data centers de proximité, ni trop peu. J'entendais parler d'échelle, est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est le département? En fait, la bonne échelle, c'est ceux qui ont l'envie de faire, qui ont les moyens de le faire aussi. Peut-être que mon miroir de data center, ce n'est pas le cas, hein, mais peut-être que je peux le négocier avec la région. La région a certainement des ambitions. Je vais faire mon miroir avec eux. Et comme ça, je vais assurer la sécurité des données que l'on me confie. Et pour le coup, je vais avoir une qualité de service la meilleure possible. Donc, ce n'est pas mon cas. On travaille de pair avec le département. Donc, le département, dans mon cas, assure le miroir de mon data center. Et les vaches seront bien gardées. Qui tourne en rond. L'incitation à ne plus utiliser de machines isolées. Autre débat, sobriété numérique. Combien de machines dans les collectivités, peut-être que vous en avez conscience, l'ordinateur sous le bureau qui ne sert qu'à ça, parce qu'on ne peut pas lui faire autre chose, c'est tellement sensible, donc il va consommer. Difficulté de chaleur, on l'a vu, hein, souvent, alors, soit il est dans les sous-sols, soit il est dans les couples. Et côté sécurité numérique, c'est absolument, on va dire, les anti-consignes à faire, on est bien d'accord. Donc là encore, sobriété, mutualisons cet hébergement-là. Les tuyaux nous le permettent. Alors faire de la sauvegarde quand on a un ADSL très moyen, c'est plus compliqué, mais le sens de l'histoire, ce qui est le cas chez nous, en 2025, vous l'avez vu, c'est de câbler l'ensemble du territoire. Oui, donc ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on continue à construire aujourd'hui, va nous servir forcément bien. La mutualisation économique, forcément, lieu équipé, on va mutualiser les consommations électriques, sécuriser, c'est un métier à part entière, hein, des centres d'hébergement, c'est d'accès, c'est de la supervision. Ce sont aussi des acteurs locaux. N'oubliez pas qu'il y a des électriciens, il y a l'entretien des groupes froids, il y a des groupes électrogènes, il y a de la maintenance. Donc c'est aussi l'économie locale. Pour poursuivre, développement des services mutualisés. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a parlé un peu de smart territoire. Peut-être que les prochains euratiques seront pleinement consacrés à des capteurs. Je collecte, je stocke, je traite, je décide. Et du coup, la décision va porter sur l'économie d'énergie, par exemple, sur la circulation, la maîtrise des flux. Donc ça, c'est ce qui nous arrive. Le top, c'est la vidéo, avec tout le fantasme positif ou négatif que ça amène. Donc là, ce sont des centres qui doivent être dédiés, avec une réglementation dédiée. Alors les syndicalistes, c'est pas le cas des associations, pardonnez-moi Emmanuel, mais les syndicalistes comme les OPCI, depuis peu de temps, en fait, ont cette possibilité de monter un centre de supervision des images. On a un syndicaliste, Seine-Yvelines, qui est déjà bien avancé de ce point de vue-là. Alors, Déclic, c'est quoi? C'est le réseau des réseaux, on peut le dire ainsi, Manuel. Donc voilà, on a constitué, je suis pilote, enfin on s'est mis d'accord sur monter ce groupe de travail sur les data centers de proximité, ces unités moyennes qui vont permettre de faciliter et d'éviter ces petits ordinateurs isolés. Alors, on ne fonctionnera pas tout seul, je sais qu'Infranumérique, ce que l'on fait là, on a besoin d'opérateurs techniques. Nous, on est dans le comment, le avec qui et quelles sont les solutions techniques. Forcément, j'ai besoin de gens qui ont ces métiers. Je vais acheter des verres, je vais acheter des serveurs, je vais acheter des technologies. C'est là où la souveraineté numérique, c'est peut-être le point d'interrogation. Je maîtrise de moins, je maîtrise les tuyaux, par contre, je maîtrise moins le logiciel qui va traiter toutes ces données-là. Donc, j'ai besoin d'échanger avec des techniciens dont c'est le métier, donc je vais les écouter. Je vais savoir ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir faire des cahiers des charges qui correspondent aux besoins. On va passer rapidement. Voilà un exemple d'offre d'hébergement de data center. Attention, ce sont des données publiques. Je ne stocke aujourd'hui que des données publiques. C'est mon métier. Je ne s'attaque absolument pas aux données du secteur privé. Dans notre jargon, hein, ce sont des racks informatiques sur lesquels dont on est capable d'assurer en tous les cas la maintenance. Donc voilà un exemple. Le deuxième exemple, c'est sur la partie cloud. Alors, ça peut être peut-être un petit peu nébuleux, j'allais poser un jeu de mots nuageux, mais le cloud, voilà, ce sont aussi ces solutions de sauvegarde. Elles sont chez toi, Ronan, et tant mieux, mais on peut très bien être tenté d'aller sauvegarder de la donnée chez Google, c'est très facile. D'aller la sauvegarder chez Amazon, c'est très facile encore plus. Et chez d'autres éditeurs, certains le font. Voilà, attention, ça m'amène à une très belle transition sur la partie RGPD. Donc, voilà, merci. Caroline, hein. Protection des données, j'ai dit en introduction, depuis 2018, c'est obligatoire. Alors, on n'est pas là pour taper sur les doigts des collectivités, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, on est là simplement pour les alerter. La protection des données, c'est quand même une affaire sensible.
Vous avez derrière moi en fait le nombre de collectivités qui sont RGPD compatibles, en tous les cas qui ont une fonction DPO, pas un DPO mais une fonction DPO. C'est très peu. C'est très peu et on est en 2022, fin 2023. Donc là, il y a un énorme travail encore à faire. Il ne faut pas être devin. Un DPO tout seul dans une collectivité, c'est impossible à tenir économiquement parlant. D'où l'intérêt de la mutualisation. Alors, l'évaluation des risques, 2 minutes. L'évaluation des risques, elle est un peu plus. C'est du bon sens, je crois que tu parlais de bon sens, quelqu'un parlait de bon sens. Blocage de service, il suffit de regarder la presse. Un hôpital bloqué, rendez-vous compte, aujourd'hui on peut bloquer un hôpital. C'est de la cyber, mais c'est aussi tout le processus derrière de manipulation des données. C'est de l'économie, c'est du juridique, c'est quand tout se passe un peu moins bien, les données sont parties, comment elles sont exploitées. Et puis, on parlait d'atteinte à l'image, c'est peut-être même ça qui est le plus à craindre, une collectivité aussi attentive à son image. On fait tous les efforts possibles imaginables avec Auvergne. Venez en Auvergne et vous venez en Normandie, et puis là, tout se patatrac, tout se trouve animé. Pourquoi? Parce que en fait, la presse se fait l'écho de choses un peu moins grandes. Les enjeux de mutualisation, sensibilisation, c'est ce que tu as commencé à faire aussi, Ronan, sur l'ensemble des communes. Pas un discours moralisateur. On sait qu'il faut le faire, on peut vous aider. Simplement, venez nous voir. Alors, aujourd'hui, on est taillé, on est capé à 2 ETP. Là, je recrute le 1er septembre un 2e équivalent temps plein sur DPO. On a estimé, et Madame, tu pourras peut-être aussi nous dire combien tu en as, sur notre territoire, à notre échelle, à 450 communes, on a estimé que c'est à peu près 5,5 ETP pour assurer ces fonctions-là et faire en sorte que les processus soient les plus transparents, maîtrisés en tous les cas. Emmanuel, je crois que par rapport à ton volume, c'est combien chez toi? Tu en fais aussi, Sophie? C'est Emmanuel qui fait chacun. On est sur 1500 communes et j'ai 9 équivalents temps plein, 9 DPO pour 1500 collectivités. Il ne faut pas se leurrer, même si on fait des économies d'échelle, enfin, c'est financier, c'est aussi de la compétence. Les administrateurs réseau, on se bat tous pour les avoir, donc quand ils quittent un endroit, on sait très vite, on sait où est-ce qu'ils vont et on fait un peu la chasse. Sur les DPO, c'est pareil, malgré les formations qui existent aujourd'hui. Imaginez s'il en fallait un dans chaque collectivité, la machine de formation initiale est incapable de fournir ça. Sur la sécurité et la cyber, c'est pareil. C'est négocié à prix d'or. Sincèrement, vous avez un RSSI aujourd'hui, faites tout pour le garder parce que tous les jours, il est sollicité pour aller travailler au privé avec des gaps beaucoup plus importants. Et un mot sur la sobriété, ou tu vois rapidement? Je pose cette question. Voilà, donc je revenais sur le but, c'est que ça soit interactif. S'il y a des personnes, déjà vous pouvez préparer vos questions, et puis les intervenants se feront un plaisir d'y répondre. J'en avais une par contre sur le data center, donc c'est séduisant, mais toutes les collectivités souhaitent conserver la souveraineté des données et réfléchissent à la mise en place de data center. Et ce qui bloque bien souvent, c'est lorsqu'on parle de qualité de service, d'accessibilité de la donnée, évidemment, puisque on sait qu'avec les prestataires, même si ce n'est pas sur le territoire, cela permet d'assurer une continuité de service avec des équipes H24, 7 jours sur 7 qui peuvent rétablir, superviser, mettre à jour les systèmes. Quelles sont les contraintes? Donc, c'est un syndicat mixte, il y a des statuts fonctionnaires, j'imagine. Donc, comment vous gérez un peu ça pour maintenir une continuité de service et une disponibilité de la donnée, donc H24? Tu as tout à fait raison. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Je vais passer rapidement parce que je sais que je ne vais pas passer, mais en fait, ce type de service-là, ce sont des champs concurrentiels, vous l'avez certainement compris. Les data centers existent à droite à gauche. DPO, pourquoi pas, c'est aussi du champ concurrentiel, certaines des solutions. En fait, c'est pas une astuce, mais le code de collectivité nous permet. Alors, vous voyez tout en bas, c'est le dernier mot au fait de mon slide, c'est qu'on a monté un SPIC, un service public industriel et commercial. Et avec ça, en fait, on est en règle côté code du commerce. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est une activité qui génère de la recette, qui génère de la dépense. Tu me posais la question aux fonctionnaires? Non. Aujourd'hui, moi, dans mes équipes, j'ai un tiers de fonctionnaires, j'ai 2 tiers de salariés de contrat. Mais ça nécessite beaucoup de ressources humaines en termes quantitatifs pour pouvoir assurer une continuité de service. Donc, il y a des astreintes, voilà, c'est ça la question. Évidemment, c'est de l'astreinte, c'est les tuyaux d'astreinte aussi. Nous sommes opérateurs, je passe rapidement, nous sommes opérateurs de communication, opérateurs d'opérateurs. C'est eux, à la limite, qui ont la plus grosse contrainte, parce que sur le territoire, si un SDIS, un centre d'intervention, tombait en panne, c'est un rétablissement qui est un peu plus rapide qu'une donnée d'un répertoire de cimetière dans une collectivité, on conviendrait. Donc forcément, on a un niveau très haut d'exigence, donc oui, il y a des astreintes, bâtiments sécurisés, avec le contrôle d'accès. C'est pour ça que c'est aussi un métier. On est un peu comme Ronan dans les démarches d'ISO, alors il existe plein des ISO.
Dans les data centers, il est sur les tiers, sur la disponibilité. Voilà, on fait notre maximum pour tailler à ce qui est raisonnable quand même, parce que c'est de la finance publique, ce sont des collectivités qui achètent derrière, mais oui, ce sont des contraintes évidentes. C'est la question, tu peux conclure ce dernier point. Voilà, juste un mot sur la sobriété numérique, je pourrais passer la parole peut-être à Emmanuel sur Déclic. La sobriété numérique, elle est transformée en directive, ça fait quelques mois maintenant, c'était mai 2021, on a commencé à voir les premières évolutions, ça a été transformé en décret d'application. Évidemment, c'est important pour nous sommes nous-mêmes consommateurs de matériel, d'énergie. Mon data center, il a 10 ans, ma préoccupation, c'est aujourd'hui de savoir quelles sont les technologies que je vais utiliser pour refroidir. Donc j'ai besoin d'industriels, je boucle, et j'ai besoin de gens dont c'est le métier, qui viennent me voir, qui disent « Monsieur Lamache, pour refroidir le data center, il y a des nouvelles méthodes, donc des pompes à chaleur, il y a tout un tas de choses. C'est peut-être de l'énergie supplémentaire, j'ai un groupe électrogène qui consomme du gasoil. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes aujourd'hui plus vertueux, peut-être que je vais mettre des panneaux solaires. Donc on va contribuer, en tous les cas, à abaisser notre bilan, peut-être à être autosuffisant par les autoconsommation. Évidemment, pour nous, et là je vous ai indiqué minimum 20% de produits réemployés ou réutilisés, forcément les consommateurs, mais pas que pour nous, parce que les membres sont peut-être encore plus démunis que nous. À vous, ça existe, on est obligé, une nouvelle injonction, d'obligation de faire. Notre métier d'expert, c'est là où les réseaux nous intéressent, et je vais tendre la perche à Emmanuel. Pour les membres, c'est comment je sais si je suis sobriété compatible ou à quel niveau. Et donc c'est là où il y a des projets qui naissent du collectif, et donc là c'est le projet d'éthique qui s'appelle EcoClick. Est-ce que tu peux me permettre de laisser la transition et puis on passera aux questions-réponses. Merci Jérôme. Oui, merci. Effectivement, au sein de Déclic, en fait, la NCT nous a financé le développement d'une solution libre qui s'appelle EcoClick et qui va sortir d'ici la fin de l'année. EcoClick, c'est quoi? En fait, c'est toujours le même problème. Comment on va accompagner les collectivités petites et moyennes dans une démarche de sobriété numérique? Tout le monde n'a pas les capacités financières d'aller prendre un cabinet pour aller passer du temps, sortir un audit et accompagner la collectivité. La région Bretagne est très en avance, Grenoble, Lyon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des autres collectivités? Eh bien, avec l'aide de la NCT, on a développé une solution en collaboration avec l'INR, l'institut dédié, où en fait, on va permettre aux collectivités de s'auto-évaluer sur l'impact de leur SI par rapport à un référentiel partagé. Ce qui va permettre à une collectivité, déjà par rapport à sa taille, de savoir où elle en est par rapport à une taille équivalente, d'avoir aussi une visualisation sur un territoire et d'amener aussi à des préconisations pour ensuite dire ok, bah, c'est un peu, vous savez, le scoring en ce moment, de dire de C à A, je suis C, comment je fais pour passer à B? Bah, on va vous accompagner parce que dans l'auto-évaluation que vous avez menée, dans ce que vous nous avez écrit, il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer. Et on va travailler, et c'est quoi les questions? C'est les questions de l'hébergement, c'est les questions de l'achat responsable, c'est les questions des usages. Et ça, c'est une solution libre qui va être mise à disposition des membres de Déclic dans un premier temps pour accompagner les collectivités sur le territoire. Et même de consommation d'énergie. Aujourd'hui, j'ai une collectivité qui m'a demandé si l'énergie que j'utilisais pour stocker ces données dans mon data center, quelle était la proportion d'énergie verte. Et simplement, peut-être, tout à l'heure, tu parlais de l'hébergement. C'est vraiment une question à se poser. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a un éditeur dans des grandes collectivités qui est éditeur sur des logiciels d'élection et d'état civil, qui a été racheté par un fonds de pension américain sur une solution hébergée. Et aujourd'hui, l'État français ne sait pas où sont stockées les données de ces collectivités. On est en train de... À quoi sert un logiciel d'état civil? Il sert à la carte d'identité, il sert au passeport, ça sert à les élections, à organiser les élections, et dans la réalité des choses, l'éditeur n'est pas en capacité de dire à l'État « oui, mes données sont uniquement soit en France, soit en Europe ». C'est ça à quoi aujourd'hui ça sert cette réflexion. Il faut donc acheter des logiciels sur des structures françaises, et il y a des syndicats mixtes tels AGI dans le siège d'État royal justement qui permettent de proposer ce type de solution avec souveraineté garantie. Donc voilà, on va passer aux questions dans la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous interpeller. Moi, j'avais une première pour lancer un petit peu, c'était à la fois pour Anne-Sophie et pour toi, Emmanuel, sur la relation avec l'État. On a parlé de DPO. Donc l'État a inventé ce concept de DPO, on n'a rien demandé. Puis, moi, pour ma part, je suis assez sceptique sur
L'Europe, c'est vrai, je suis assez sceptique sur l'apport concret pour les territoires et les collectivités de ce système GPD-DPO. En tout cas, aussi émis, et donc on peut structurer, recruter et mutualiser ce qui est plus intelligent, effectivement, mais on a tendance à subir un petit peu les directives, les normes qui évoluent. Et comment se fait le dialogue? Est-ce que ces structures, vos associations respectives permettent également aux collectivités un peu isolées, qui font émerger des initiatives, de pouvoir dialoguer d'une seule voix avec l'État? Ça fonctionne, ça? Alors, le dialogue peut être parfois un peu difficile, effectivement, avec l'État, puisque c'est vrai qu'on a souvent l'impression de subir plutôt qu'autre chose. Donc, pas pour le DPO en particulier, c'était plus l'Europe, effectivement, une déclinaison de l'Europe. Donc, le dialogue, effectivement, avec l'État peut être un petit peu difficile, dans le sens où l'État, c'est un peu grossir le trait, mais l'État a un petit peu abandonné les territoires avec le retrait justement de la gendarmerie publique, les DDE qui étaient très très présents dans les territoires, où justement le dialogue était très facile parce qu'il y avait de la proximité, il y avait des agents, il y avait des compétences. Le retrait progressif, on l'a senti passer entre guillemets, et aujourd'hui l'État revient un peu dans le jeu. Emmanuel parlait de la NCT, la NCT c'est tout nouveau, ça date de 2020, je ne sais pas si tout le monde connaît la NCT ici, c'est une grosse machine, on a parfois l'impression que c'est un peu une coquille vide parce que ça manque un petit peu de lien au niveau des préfectures, au niveau des DDT, donc la structuration justement de l'ANDAT, le fait de fédérer un petit peu tout le monde, de se porter d'une seule voix, on en a besoin pour justement être présent, être reconnu au niveau de l'État. Aujourd'hui, l'État nous dit les agences techniques départementales, c'est bien, mais elles sont toutes différentes, elles portent toutes un peu leurs prestations dans leur coin, on ne sait pas avec qui parler. Aujourd'hui, l'ANDAT est là pour porter une seule voix. Et on est aujourd'hui reconnu. J'échange avec la NCT, j'échange avec le CNMA, on est aujourd'hui, il faut être dans le bain et on y est pour pouvoir peser. Et du côté technique? Oui, on a été mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'on a été affirmer notre présence et on provoque l'État en disant ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah ça n'a pas marché. Okay. Mais c'est pas grave, on refait les mêmes erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à imposer en disant à l'État, mais c'est là où j'ai toujours un peu de mal avec cette définition, je parlerai des États bizarrement, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, chacun menait ses projets à sa propre vitesse, avec sa propre logique. Le ministère de la Justice mène son projet, le ministère de l'Intérieur mène son projet. Et alors, je ne vais pas tous les passer comme ça, mais c'est quand même important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, chacun a ses propres obligations, ses propres contraintes techniques et son propre agenda. En ayant fait l'agenda de la transformation numérique, allez voir sur la DINU, programme TNT, vous verrez qu'on a réussi avec l'État et avec le programme TNT en disant, écoutez, arrêtons, mettons en place un document, il n'est pas parfait, il manque certainement des choses aujourd'hui, mais sinon il va se passer la même chose. On parlait de l'accessibilité, il ne se passera rien sur les territoires. Vous savez que depuis le 1er juillet, il y a une réforme de l'affichage légal, qui aujourd'hui est conforme. Au 1er janvier, on a parlé de la débat de l'urbanisme. Est-ce que toutes les intercommunalités sont 8 mois plus tard conformes? Non. Tout simplement parce qu'on a à chaque fois dans des projets oublié la notion d'accompagnement sur le territoire. Et je finirai simplement sur une chose. À l'époque de la réforme du REU, registre électoral unique, ça quand même pour les élections européennes, pour ceux qui se souviennent, c'était un peu compliqué la mise en place. Et donc on s'est retrouvé au ministère de l'Intérieur avec l'INSEE. Et le ministère de l'Intérieur dit, je ne comprends pas. On avait rencontré Paris, Lyon et Marseille, ils avaient compris. C'est super. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait des 35 580 ? Et c'est ça, en fait, où il faut absolument répéter tout le temps que nous sommes là, quelle que soit la structure après qui accompagne le choix des territoires. Merci Emmanuel. Donc on vous laisse la parole sur des témoignages. Il y a des agences techniques, il y a des opérateurs, il y a des entreprises, des élus. Je vous invite à vous présenter. Vous pouvez vous présenter au préalable. Vous levez peut-être aussi dans le département de l'Aude. J'ai une question pratico-pratique. J'utilise par exemple Word, j'utilise la dictée vocale. Comment vous amenez les données de la dictée vocale sur vos data centers? C'est une question piège. Un petit côté question piège. Sébastien, on te laisse répondre. Absolument. Je dois faire un numéro de plaquette, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Alors vous avez raison, je suis incapable de vous certifier, quand bien même Microsoft n'est même pas capable de nous certifier contractuellement le fait que les données soient stockées chez nous. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, mais aujourd'hui je n'ai pas cette garantie-là. Je ne dis pas que c'est des méchants,
je dis simplement, mais comme les autres, c'est des sujets de débat aussi entre nous, hein, je ne demande pas mieux que de comprendre ce qu'ils font, qu'ils donnent les garanties. Mais aujourd'hui, certaines, je ne les ai pas. C'est pas que j'ai pas le choix de faire de l'hébergement, c'est qu'on pense qu'on doit le faire. Je crois que c'est Amazon qui propose des infrastructures dans nos propres data centers complètes, où on fera un Amazon compatible, complet chez nous. Le ticket d'entrée, c'est du 1 000 €. Donc, le département, impossible que je puisse faire ça. Impossible. Donc, votre Word et votre dictée, enfin, je ne peux pas mettre devant, mais vous savez où ça part. Et comme les autres. C'était pas une question de. Et pour autant, je suis embêté parce que je n'ai pas de solution de remplacement. Mon rôle, moi Fabien, mon rôle, je le pense de manière suivante, c'est que je dois avoir au moins un rôle d'expertise. C'est pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est si vous faites ça, voilà ce qui va se passer. J'ai peut-être autre chose avec d'autres avantages, inconvénients. On a des débats avec des petites collectivités qui n'ont pas d'informaticiens sur place. Donc leur mettre dans les pattes une messagerie type BlueMind ou d'autres, où on va avoir une vraie difficulté, pour faire simple, à l'administrer, c'est pas les aider. Donc quand ils me demandent est-ce que c'est bien Microsoft, je suis embêté. On a des collègues, je crois le SPICA, qui est 100% Microsoft. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte. Il n'y a pas d'informaticien dans les collectivités. J'ai même un EPCI aujourd'hui qui a 0 informaticien, qui est en externalisation complète. Donc on compose avec ça. Par contre, j'informe les élus, les DGA, les DGS, mais c'est votre choix. Voilà quelles conséquences ça peut avoir, quels arguments pour, quels arguments contre. Et vous savez, au moins vous savez, je suis désolé, je n'ai pas la réponse à votre question, même si je le suppute très fortement. Je n'ai pas cette garantie-là, mais au moins on lui dit à cette collectivité-là, du Word, oui, c'est un marché, je vais vous donner, elles ne sont peut-être pas locales. Merci pour la non-réponse, mais éclairante. D'autres questions? Levez la main, j'accours vers vous. N'hésitez pas. Ceux qui sont tout en haut, évitez de lever la main. C'est l'ancien qui fait une chaleur atroce, vous avez coupé les cris. Je plaisante. Il y a une question, Sébastien. Devant toi, en bas. Oui, je suis Christian Bourré, président d'une association citoyenne dans le Val d'Oise pour le crédit. Par rapport au data center, je comprends qu'on est très orienté local, mais on essaie quand même au niveau de l'Europe de faire quelque chose. Il y a un projet qui s'appelle Gaia X, qui essaye de fédérer et de rapatrier justement les données gouvernementales, notamment des États-Unis vers la France. Comment est-ce que vous avez pris des contacts avec ces gens-là? Est-ce que vous avez essayé de vous intégrer avec eux? Ou est-ce que ça va être encore deux mondes qui vont signer? Voilà. Tu avais un data center, tu parlais d'hébergement, excusez-moi. C'est la sauvegarde. De sauvegarde. Ok. Vous avez la réponse à votre question, on parlait de données gouvernementales. Là, on est sur la donnée de collectivités publiques qui ont une valeur, ou à moins que vous vouliez préciser, mais là, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que je veux dire. Je suis un simple citoyen du Val d'Oise, local, mais je suis aussi français. Ça ne répond pas. Je pense que voilà, il y a un dispositif qui existe sur la donnée gouvernementale. Pourquoi les collectivités ne pourraient pas en bénéficier? Pourquoi on siloterait? Ah, ça c'est de la donnée gouvernementale, ça c'est de la donnée départementale, ça c'est de la donnée régionale, ça c'est de la donnée intercommunale. En faire de famille, en faire la gouvernementale, vous avez même du gouvernemental défense, hein, et même de la donnée de santé. On peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais la haute donnée de santé, l'hébergement de données de santé, c'est encore un level au-dessus, vous imaginez bien pourquoi. Je ne veux pas faire d'hébergement de données de santé, hors de question, je ne suis pas capé pour le faire. Je ne pense pas que ce soit un data center de proximité de faire l'hébergement de données de santé. J'essaie de trouver ma limite, du raisonnable, donc votre question est tout à fait légitime. Des données d'État, je ne peux pas les héberger chez moi, ou peut-être les dupliquer. Un data center ne fonctionne que par deux, je vais l'expliquer tout à l'heure, pour avoir des miroirs et de la disponibilité. Donc pourquoi pas les stocker. L'État a créé un label, l'ANSSI, pardon, qui s'appelle Sécurité. Donc oui, mais alors là, du coup, on est sur des solutions portées par des acteurs privés. Voilà, après c'est un choix politique aussi d'y aller, mais c'est là sur un bon niveau de sécurité. Quelqu'un a précisé aussi, vous peut-être mieux héberger à l'extérieur. J'ai rien contre un acteur français basé à Strasbourg, dont les data centers brûlés à un certain moment. Combien de collectivités se sont retrouvées à genoux? Et pourtant, c'était un acteur français sur le territoire français. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beau essayer de tout faire, oui, ça peut aussi arriver. Par contre, si c'était arrivé dans un data center
hors Union Européenne, imaginez encore les conséquences pour essayer de retrouver une activité, ça a été quand même le raz-de-marée dans les collectivités. Les entreprises déjà, les collectivités qui ont mis à genoux, enfin je ne vais pas dire à cause de ça, mais suite à cet incident-là, ça fait réagir beaucoup de gens de la communauté des data centers. Vous savez, les petites cases à coucher sur les sauvegardes, le faible coût de certains types d'hébergement. C'est là où collectivement on peut avoir un réseau d'expertise, je parlais d'un groupe de travail des data centers de proximité, c'est jusqu'où on va, jusqu'où on ne va pas, ce qu'on ne peut pas faire pour raison de garder, et aussi économiquement, vous avez raison. Donc oui, l'Europe m'intéresse, la région m'intéresse aussi, y compris pour des fonds mutualisés et fédères. Et Emmanuel, un dernier mot, puis on va rendre le micro à Sébastien pour la suite. Simplement pour revenir sur le principe de la libre administration des collectivités territoriales, et qu'aujourd'hui, entre l'État et les collectivités locales, sur la partie hébergement, l'État n'héberge pas les données des collectivités locales, et à la limite, par définition, inversement. Et je vais donner un dernier exemple. Les agents de l'État ont l'ENSAP, l'espace numérique sécurisé des agents publics, qui permet d'héberger des bulletins de paie des agents de l'État. Pour toute personne qui travaille dans une entreprise privée, à la limite, c'est arrêter l'envoi manuel ou l'impression, et on dépose ça. Aujourd'hui, ça s'ouvre aux collectivités territoriales. C'est remonté jusqu'au Conseil d'État. Parce qu'aujourd'hui, de quel droit l'État va stocker une donnée des collectivités territoriales? C'est-à-dire qu'il y a quand même, à chaque fois qu'on parle de ça, il y a quand même ce sujet de la libre administration des collectivités territoriales, et à chaque fois, on sait bien que c'est un sujet qui est très compliqué et qui hérisse les poils de tous les différents interlocuteurs. Donc c'est vraiment un sujet un peu compliqué. Merci Emmanuel, merci à tous les intervenants. On peut les applaudir, je pense.